Bonsoir chers auditeurs, nous avons ce soir une émission qui devrait recueillir votre intérêt et qui est très importante pour ceux d'entre vous qui seraient tentés par se vacciner eux-mêmes ou par vacciner leurs enfants ou petits-enfants. Nous allons montrer que cet acte n'est pas anodin et qu'il y a beaucoup de désinformation à son sujet. Pour discuter de ces problèmes, dans une émission du Libre Journal des Sciences et des Techniques, animée par votre serviteur Paul Devels, sur Radio Courtoisie, nous avons 3 invités de marque. Le premier, c'est Michel Georget, que je vais présenter tout à l'heure et qui, en particulier, nous apporte un nouveau livre sur ce sujet. Le second, c'est Claire Séverac, qui a écrit aussi un certain nombre de livres que je citerai tout à l'heure sur les vaccins. Et le troisième, c'est le professeur Henri Joyeux, qui est professeur de cancérologie à l'université, le CHU de Montpellier. Donc nous allons faire parler toutes ces personnes tour à tour pour vous démontrer qu'il y a des problèmes sur, d'une part, la législation des vaccins obligatoires pour les enfants et d'autre part, sur les vaccins qui ne sont pas obligatoires. Alors, avant que nous rentrions dans le vif du sujet, je vais citer un certain nombre de livres dont je vous recommande vivement l'achat. Pour Michel Georget, vous avez son livre de base, qui est un livre véritablement scientifique, qui est extrêmement bien documenté, avec des références très nombreuses de publications. Donc, c'est un livre véritablement scientifique qui essaie de décortiquer l'aspect vraiment de littérature scientifique concernant les vaccins. Ça s'appelle Vaccination. Les vérités indésirables de Michel Georget. Donc, Georget, ça s'écrit G-E-O-R-G-E-T, et c'est dans les éditions d'Angle. Et son deuxième livre, qui est en fait chez le même éditeur, d'Angle, D-A-N-G-L-E-S, qui vient de paraître, c'est l'apport des vaccinations à la santé publique, la réalité derrière le mythe. Alors il importe de rajouter la réalité derrière le mythe, car si vous lisez ce livre n'est pas du tout quelque chose qui incite à se faire vacciner systématiquement. En ce qui concerne Claire Séverac, vous avez également, madame, je peux vous appeler Claire, bien sûr, mais il faut rester formel à l'antenne. Vous avez un ensemble de livres que vous avez écrits, et par exemple, je pourrais en citer plusieurs. C'est d'une part un livre que vous avez écrit avec avec Sylvie Simon. Sylvie Simon, qui malheureusement est décédée dans des circonstances très regrettables et qui sont suspectes d'ailleurs. Elle a sans doute été victime de sa franchise vis-à-vis des laboratoires. Donc Sylvie Simon et Claire Séverac, La coupe est pleine, nos enfants sont plus précieux que le CAC 40. C'est publié chez Elie et Mado Éditions, et vous avez un autre livre qui est un best-seller, si j'ose dire, c'est-à-dire, traduisons en français pour ne pas avoir à payer l'amende, c'est un livre qui se vend très bien, c'est Complot mondial contre la santé, chez Elie et Mado Éditions. Alors, nous parlions de Sylvie Simon, qui est une personne à qui nous avons rendu hommage plusieurs fois. Sylvie Simon a publié en outre, par rapport à ce livre en commun avec Claire Séverac, 2 livres qui sont très intéressants à lire. D'une part, alors ça s'écrit Sylvie Simon, S-I-M-O-N, Vaccins, mensonges et propagande, sous-titre, Les vrais risques des vaccins, les contradictions des autorités de santé et les grands secrets de l'industrie pharmaceutique, publié chez Thierry Souka édition, et un autre livre qui est également, qui est paru récemment, je crois. C'est-à-dire qu'il est paru plus récemment que l'autre, en 2014, Les vaccins, ce qu'on nous cache sur leurs effets indésirables. Donc ce sont des livres qui sont
leur titre se suffit à eux-mêmes. Mais surtout dans ces livres, vous parlez beaucoup des vaccins. Je citerai également un livre qui n'est pas de Michel Georget, mais que vous avez préfacé, qui est en particulier d'un groupe médical de réflexion sur les vaccins, et dont le titre est le suivant: Qui aime bien vaccine peu. C'est Jouvence Éditions. Et le professeur Henri Joyeux a publié un très grand nombre de livres, dont l'un d'entre eux, c'est Comment enrayer l'épidémie des cancers du sein et des récidives, et Femmes si vous saviez. Enfin, c'est quelqu'un qui a beaucoup écrit, essentiellement aux éditions du Rocher. Alors, nous allons, bien entendu, dans cette émission, faire le tour d'un certain nombre de problèmes liés au vaccin, et je voudrais insister sur le fait que les médecins qui nous écoutent de façon naïve, ou simplement parce qu'on leur a appris que ça devait être le cas, sont souvent très en faveur de la vaccination, et on pourrait leur dire: médecins, si vous saviez. Mais bien entendu, si vous voulez, nous allons précisément leur donner des éléments d'information sur ces questions. Et il y a en particulier plusieurs problèmes qui sont d'actualité. Et l'un de ces problèmes, c'est un vaccin que l'on cherche. Alors quand je dis on, c'est l'État français par l'intermédiaire de son ministre, Madame Marisol Touraine, qui cherche apparemment à imposer aux jeunes filles à partir de l'âge de 9 ans, et qui plus est aux jeunes garçons. Ça s'appelle le garde-asile. Alors ce garde-asile a toute une histoire. Nous allons en particulier montrer que c'est un médicament, un vaccin qui a eu des effets indésirables très violents a fait un grand nombre de victimes, et il a été interdit dans un certain nombre de pays. Et en fait, nous allons voir qu'il a tous les défauts possibles. Il est cher, il est peu efficace, il est dangereux, et on ne voit pas très bien pourquoi on utiliserait ce vaccin. Mais n'allons pas trop vite, ça sera décrit très en détail. Alors, le professeur Henri Joyeux, en tant que professeur de médecine, n'a pas pu nous rejoindre. Il est à Montpellier et il a accepté d'interrompre une consultation pour nous parler de ce garde-asile. Je vais lui donner la parole en exergue sur ces questions, mais nous devons le joindre par téléphone. Et en attendant, j'ai mes invités qui sont devant moi, et je pourrais demander à notre invité principal, qui est Monsieur Georget, est-ce que vous avez quelque chose à ajouter à ce que je viens de dire? Ah, pas du tout, nous avons beaucoup de choses à déterminer. Bonjour aux auditeurs tout d'abord. Beaucoup de choses à déterminer sur la façon dont ce vaccin a été mis sur le marché. Bon, en ce qui concerne la gravité du fameux cancer du col de l'utérus, je pense que le professeur Joyeux va nous donner des indications, et nous pourrons revenir ensuite sur la façon dont il est fabriqué, ce que contient le vaccin en dehors de la partie proprement parlée antigénique, et sur les dégâts qu'il peut produire sur l'organisme. Alors, je dirais en même temps, en attendant que le professeur Joyeux vienne, que l'histoire abonde de vaccins qui ont été toxiques, c'est-à-dire qui ont eu des effets secondaires, et nous allons voir qu'il y a plusieurs types d'effets secondaires indésirés qui peuvent être causés par les vaccins. Mais je citerai un exemple très important qui est cité récemment dans Le Monde du vendredi 24 octobre. C'est une date assez récente. Alors nous préenregistrons cette émission le 24 octobre, c'est-à-dire que les auditeurs qui vont entendre cette émission sans doute dans 8 semaines, mais aujourd'hui ça vient de paraître dans Le Monde daté de ce jour. Et cet article dans Le Monde des livres tient toute une page et s'intitule « Le virus de la bêtise coloniale ». Et le sous-titre, c'est « Comment un vaccin dangereux a été impunément administré à des Africains entre 1948 et 1960 ». Et ça fait référence à un livre qui vient de paraître également de Guillaume Lachenal, à La Découverte. Et le titre de ce livre, c'est « Le médicament qui devait sauver l'Afrique, un scandale pharmaceutique aux colonies ». Alors voici l'exemple en fait de crime contre l'humanité,
puisque c'est précisément un vaccin qui a été imposé à des populations africaines, en particulier dans le Cameroun, et qui a provoqué des centaines de morts, des mutilés dans des conditions épouvantables. Ce vaccin était destiné à lutter contre le trypanosome. Et en particulier, c'est bizarre parce que le trypanosome est un protozoaire, mais en fait, il devait être actif contre des micro-organismes qui étaient présents sur le trypanosome. Et en particulier, ce vaccin était mal conçu, mal fabriqué, et il a provoqué une quantité incroyable d'effets secondaires, le plus classique étant une infection bactérienne évoluant en gangrène gazeuse, rien que ça. Et bien sûr, ce qui s'est passé, c'est que les colonies, à cette époque, ont voulu imposer, l'administration coloniale a voulu imposer ce vaccin aux habitants locaux pour les protéger de la mouche tsetse et de la maladie du sommeil, essentiellement pour que ces mêmes indigènes, si j'ose dire, enfin bon, c'est le terme classique à l'époque, eh bien puissent travailler dans les plantations d'EVA, si je ne m'abuse. Et en réalité, ce vaccin était un véritable poison. Et je cite la conclusion de cet article du Monde, l'histoire sanitaire. Alors, la dernière ligne de c'est ce livre de précisément Guillaume Lachenal, décrit la stupidité des hommes de pouvoir. Ici, les scientifiques et les médecins coloniaux qui ont fait preuve d'irrationalité et d'intolérance, et naturellement les Africains qui étaient de plus en plus méfiants ont en fait été victimes de la bêtise enthousiaste et amnésique des médecins. C'est un peu fort, mais c'est pas moi qui dis ça, c'est Le Monde. Et en fait, on voit que un véritable crime contre l'humanité, puisque en fait, on a imposé à des habitants innocents du Cameroun ce produit absolument qui s'appelle le Lomidil, si je ne m'abuse, et si vous voulez, ça a été également un des arguments pour les indépendantistes qui se plaignaient d'une piqûre qui fait trop mal. C'est quand même incroyable. Alors voilà, en quelque sorte, un exemple de vaccin toxique, un exemple de vaccin qui a fait des dégâts, un exemple de vaccin qui ensuite a été abandonné et qui a été imposé de force. Qu'est-ce que vous en dites, Monsieur Georget ? Bien, malheureusement, ce ne sera pas le premier et ni surtout le dernier, puisque beaucoup de vaccinations sont appliquées dans le tiers-monde, alors que la plupart du temps, ce qui leur serait le beaucoup plus utile, ce serait l'approvisionnement en eau potable et l'installation de sanitaires, car ce sont les clés qui évitent la propagation des maladies, et en particulier tout ce qui se propage par l'eau. Alors néanmoins, il convient de signaler qu'à l'époque, ces vaccins administrés aux malheureux Camerounais ont été présentés comme une magnifique victoire sanitaire de notre civilisation. C'est extraordinaire de voir cela et on arrive à quelque chose d'absolument hallucinant. Excusez-moi, on me passe une ligne. On nous signale que le professeur Joyeux est actuellement à Shanghai. Alors nous allons quand même essayer de le joindre et si vous voulez, nous allons commencer sans lui en espérant que nous arriverons à l'obtenir sur la ligne un peu plus tard dans la journée. Alors je ne sais pas quel est le décalage horaire à Shanghai, mais j'espère qu'on ne va pas le réveiller. 8 heures, au moins. 8 heures. Au moins. 8 heures, mais il est 8 heures plus tard que maintenant, oui. Ce qui veut dire qu'on va le réveiller, le malheureux, au milieu de la nuit, mais bon, c'est un peu les charges des universitaires qui se promènent beaucoup, disons, pour des congrès internationaux. Alors, j'espère quand même que nous arriverons à l'avoir au téléphone parce qu'il insistait beaucoup sur son intervention. Il voulait parler du Gardasil. Alors, peut-être qu'on pourrait commencer par cela. Pour introduire ce Gardasil. Alors ce Gardasil, c'est un produit qui est censé protéger
prévenir des cancers qui sont liés à certains virus. Ça s'appelle les papillomavirus. Et ces papillomavirus ne sont pas la cause du cancer, mais créent en quelque sorte une irritation des muqueuses qui devient, dans certains cas, précancéreuse. Et on a découvert que beaucoup de cancers du col de l'utérus étaient liés à une infection préalable par ces papillomavirus. D'où l'idée, qui en soi n'est pas mauvaise, d'essayer d'empêcher l'infection des jeunes filles par le papillomavirus. Le problème, c'est que ça, c'est l'intention. Maintenant, voyons la réalité. D'abord, les papillomavirus, il n'y en a pas qu'un. Ah non, les papillomavirus, il y en a une bonne centaine différents, dont une bonne dizaine ont des potentialités cancérigènes. Mais ce qu'il faut d'abord dire, c'est que ces vaccins qui ont été mis sur le marché ont été présentés comme des vaccins contre le cancer du col. En fait, c'est un abus de langage. Ce sont des vaccins destinés à prévenir une infection par les papillomavirus. Infection qui, dans certains cas très rares, vont conduire à un cancer du col. Je voudrais dire justement que, en fait, ce que vous dites est très important, parce que le fait pour une jeune fille d'être infectée par un papillomavirus n'est suivi d'un cancer que dans une proportion très faible. Tout à fait. Alors il faut bien connaître d'ailleurs ce phénomène, et curieusement, parce que ça va rappeler un drame également de ces 10-15 dernières années, qui a été celui de l'hépatite B, car le papillomavirus se comporte vis-à-vis du cancer du col exactement comme le virus de l'hépatite B vis-à-vis du foie. C'est-à-dire que ces papillomavirus vont pouvoir donner des infections, mais ces infections peuvent être régressives simplement par l'action du système immunitaire. C'est-à-dire que dans plus de 90% des cas, le système immunitaire se débarrasse en l'espace de quelques mois ou un an de cette infection par les papillomavirus. Autrement dit, il n'y a pas de suite. Dans moins de 10% des cas, cette infection peut persister et peut donner des lésions. Alors, ces lésions comportent 3 stades successifs qui sont de plus en plus graves. Mais à chacun des stades, il y a une régression spontanée possible. J'explique un peu plus en détail. Si, donc, dans moins de 10% des cas, l'infection conduit à un premier type de lésion, ces premières lésions sont régressives naturellement dans 60% des cas. Donc, dans seulement 40%, ça évolue vers un stade 2 qui est un peu plus sérieux, mais à ce stade 2, il y a encore une régression possible de 40% spontanément. Alors, essayons de faire des multiplications. Alors, vous qui êtes mathématicien... c'est très simple, c'est-à-dire que 10%, il y a une infection qui ne régresse pas toute seule, et ensuite on prend dans 40% de 10%, ça fait 4%. Voilà. Et ensuite, après, sur 30%. ces 4%, 30% de 4% régresse naturellement, ce qui fait qu'il y a 1%. Voilà, et on n'est qu'au stade 2. Quand on est au stade 3, il y a encore une régression possible dans 30% des cas. Donc, en fait, ça fait de l'ordre de 0,3%. Voilà, environ. C'est 3 pour 1000. Donc, on peut... Et là, on arrive bien sûr au cancer invasif, on est d'accord. Voilà. Mais ce qu'il faut ajouter aussi, c'est qu'à chacun des stades 1, 2 ou 3, il y a des possibilités d'intervention par voie médicale, voire chirurgicale. Alors justement, ne parlons pas de ça, c'est-à-dire que normalement, de toute façon, une femme doit de temps en temps contrôler pour un examen de santé naturelle et ça s'appelle un frottis vaginal si je ne m'abuse, et doit être contrôlée pour voir s'il n'y a pas le développement d'un cancer de ce type, et ça fait partie des examens médicaux de routine qui doivent être faits. Mais néanmoins, on peut considérer d'après ces chiffres que lorsqu'il y a une infection par papillomavirus, il y a donc 3 femmes sur 1000 infectées par un papillomavirus qui vont arriver au stade où il y a la possibilité de développer un cancer, sachant que normalement, si elles vont à leur visite médicale naturellement, ça sera détecté bien avant. C'est-à-dire que ça sera détecté au stade 1.
en pratique. Voilà. Mais disons, imaginons qu'une personne, bon, ça arrive c'est surtout chez les hommes plus que chez les femmes, qui ne va pas souvent chez son médecin, qui ne fait pas des examens médicaux et qui est infecté par le papillomavirus, eh bien, il y aura de l'ordre de une ou deux de ces personnes sur 1000 qui vont évoluer vers un cancer. Et le vaccin en question cherche essentiellement à protéger contre une infection par papillomavirus. Mais ce n'est pas tout. Il y a, comme vous dites, il y a une centaine de papillomavirus différents, voilà. Et il y en a une quinzaine, je crois 10, vous avez dit, qui sont susceptibles de donner une potentialité cancérigène. Alors le vaccin protège, entre guillemets, nous verrons ensuite comment, de combien de ces types? Alors il est destiné il est fabriqué pour être protecteur contre 2 ou 4 de ces papillomavirus. Le Gardasil, qui est le premier qui a été mis sur le marché et qui est le plus répandu, protège, est donné pour protéger contre 4 papillomavirus qui ont le numéro 6, 11, 16 et 18. Les 6 et 11 ne donnent en principe que des verrues génitales et n'évoluent pas vers le cancer. 16 et 18 peuvent évoluer avec les stades dont j'ai parlé tout à l'heure et les régressions spontanées possibles. Ces 2 papillomavirus peuvent conduire au cancer. Donc, mais ce qu'il faut savoir, c'est que ces 2 papillomavirus, parmi, on dira, les plus méchants, ne représentent que 70% des cancers. C'est-à-dire que 30% des cancers du col de l'utérus sont dus à d'autres papillomavirus contre lesquels les vaccins ne protègent pas. Alors ce point est très important parce que, étant donné que dans le meilleur des cas, imaginons essayons de voir une situation idéale. Tout marche. C'est-à-dire, on administre à une jeune femme un vaccin. Ce vaccin la protège efficacement contre les 4 souches de papillomavirus principales et, de toute façon, si vous voulez, va a priori empêcher que ces 4 souches puissent, l'une ou l'autre, provoquer, la mettre dans un stade précancéreux. Mais il y a toutes les autres. Et ça veut dire, comme il y a toutes les autres qui représentent au moins 30% des souches présentes, c'est qu'elle ne pourra pas se dispenser en aucun cas d'aller faire des frottis vaginaux. Ouais. Et il y a un autre risque sur le plan de la santé publique. C'est que, pour cette vaccination, comme pour toutes les autres d'ailleurs, la nature ayant horreur du vide, lorsque, en admettant, comme vous venez de le dire, que ces vaccins soient parfaitement efficaces et qu'ils provoquent la régression des papillomavirus 16 et 18, d'autres papillomavirus vont prendre la place. C'est-à-dire que ce que l'on aura peut-être gagné vis-à-vis de ces 2 papillomavirus, on le perdra vis-à-vis des autres papillomavirus cancérigènes. Alors ça, c'est un phénomène biologique qui est important, c'est-à-dire que parfois le fait de vacciner contre une souche rend perméable à d'autres, en quelque sorte. Alors que si, par exemple, l'organisme est infecté pour la première fois par une souche de papillomavirus, il peut de lui-même lutter contre cette souche et s'en débarrasser, alors que s'il est vacciné, eh bien, cette possibilité de s'en débarrasser spontanément ne sera pas aussi forte que s'il n'est pas vacciné. C'est bien cela. Alors on est dans une situation donc extrêmement compliquée. De toute façon, compte tenu du fait que la protection, quelles que soient les circonstances, ne pourra jamais être que très partielle, eh bien de toute façon les femmes sont obligées de faire comme si elles n'étaient pas vaccinées et de toute façon à ce moment-là, si elles suivent un protocole normal de contrôle de leur santé par frottis vaginal, eh bien à ce moment-là, de toute façon, on verra aussitôt que dès qu'il y a une première, disons, un premier type de lésion suspecte, eh bien, on pourra intervenir à ce moment-là avec ou sans vaccination. Donc, le bénéfice de la vaccination paraît extrêmement ténu. Absolument. Et d'ailleurs, ça ne servirait au maximum qu'à protéger les 3 femmes sur 1000 qui, une fois infectés par les souches correspondantes, pourraient développer les dites lésions. Et une fois que ces premières lésions apparaissent, il faut dire que le cancer de l'utérus est un cancer qui se soigne très bien
en première phase, lorsqu'il est détecté avant qu'il évolue vers des formes plus sévères, on peut à ce moment-là intervenir de toute par des médecines classiques, c'est-à-dire du style intervention chirurgicale bénigne ou autre, pour enlever ces lésions ou les brûler de façon à ce qu'elles ne s'étendent pas. Oui, et puis il y a aussi à envisager le problème de la façon dont ces vaccins sont fabriqués. Et ça, c'est très important. Alors oui, alors ça, c'est une deuxième étape. Donc, première chose, ce sont des vaccins qui, normalement, s'ils fonctionnent, protègent très peu. Mais le problème, est-ce qu'ils protègent effectivement? C'est-à-dire, quelle est la quantité, est-ce qu'il y a des statistiques disponibles sur le fait que ces vaccins sont protecteurs ou pas? Eh bien, on n'a pas de recul suffisant parce que entre le moment où une femme sera infectée par un papillomavirus et le moment où elle développera un cancer invasif, eh bien, il peut s'écouler 20-25 ans. Et par conséquent, on n'a pas suffisamment de recul pour savoir quelle est l'influence sur le développement du cancer. Alors là, si vous voulez, on est en train de prendre un produit, et ce produit, si vous voulez, pourquoi appelle-t-on ce produit un vaccin? C'est que ce vaccin, lorsqu'il est administré à une personne jeune, eh bien, peut à ce moment-là provoquer une réaction de l'organisme qui induit en fait des anticorps spécifiques contre les virus concernés. Mais le problème est encore pire que cela. C'est-à-dire que le vaccin contre ces papillomavirus, alors il y en a deux, mais on parle du Gardasil qui est le plus classique, eh bien en fait est efficace pour des femmes qui n'ont jamais eu de rapport, c'est-à-dire des très jeunes filles en général. Donc, si on administre ceci à une jeune fille qui n'a pas eu de rapport, eh bien, il peut y avoir une certaine forme de protection. C'est pour ça que le ministère de la Santé envisage de le rendre obligatoire. Nous verrons tout à l'heure que c'est quelque chose que nous considérons comme épouvantable comme perspective, mais le rendre obligatoire pour des jeunes filles de 9 ans. Mais le problème à ce moment, enfin en supposant qu'à 9 ans elle n'ait pas eu de rapport, ce qui est en général et heureusement dans la société où nous vivons est le cas, mais à ce moment-là il faut bien voir aussi autre chose, c'est que si on administre ce vaccin à une jeune femme qui a déjà eu des rapports, eh bien en fait on arrive à une situation, et ça les statistiques le montrent clairement, qui est pire. C'est-à-dire que si on ne la vaccine pas, c'est-à-dire que le fait de vacciner une femme qui a déjà eu des rapports, non seulement ne la protège pas, mais a tendance à aggraver l'infection si elle se produit, n'est-ce pas exact? Oui. Donc ça veut dire qu'en quelque sorte, il est capital, pour que ce vaccin puisse avoir un semblant d'efficacité, d'administrer ça à des jeunes filles qui n'ont jamais eu de rapport. Alors maintenant, le problème c'est que si on administre ceci à des jeunes filles entre par exemple 9 ans et 16 ans, ce sont de toute façon des mineurs, il faut qu'elles aillent voir le médecin avec leurs parents. En admettant qu'elles aient eu des rapports, je ne pense pas qu'elles soient disposées à le dire aux médecins devant leurs parents. Ça pose un certain nombre de problèmes. Le problème est évident. Donc il est tout à fait évident qu'il y aura simplement des difficultés pour avouer qu'il y a eu des rapports lorsque ces rapports ont eu lieu. Et on risque à ce moment-là de vacciner des jeunes filles en leur donnant un produit qui est pire que si elles n'en prenaient pas. Mais ceci n'est pas tout. En admettant qu'on vaccine, mettons dans le meilleur des cas, une jeune fille, une petite fille en quelque sorte, c'est une préadolescente, qui a 9 ans, que ça se passe bien, eh bien en fait la durée de protection du vaccin sera de l'ordre de 6 ou 7 ans, pendant lesquels il protégera du papillomavirus dans le meilleur des cas. Et si ensuite il y a une infection par le même papillomavirus, eh bien, si cette infection a lieu après 5 ans ou 6 ans, c'est-à-dire après 15 ans, précisément à l'époque où 16 ans ou 17 ans, où les jeunes filles ont tendance à, mettons, se libérer, si j'ose dire, eh bien, à ce moment-là, la protection n'existera plus. Voilà. Alors c'est ça qui est absolument hallucinant, c'est-à-dire qu'on cherche à faire vacciner des filles très jeunes pour être certain qu'elles n'aient pas eu de rapport, et une fois qu'elles arriveront à l'âge où elles en auront, eh bien le vaccin ne servira à rien.
Bon, donc c'est quand même un peu fort. Alors maintenant, nous allons parler de sa fabrication et des dangers objectifs qu'il recèle, mais pourrait-on parler d'un truc qui est secondaire presque, mais qui ne l'est pas en réalité. C'est quel est son prix? À son prix, alors je ne sais pas quel est le prix actuel, mais un professeur Béraud de Bordeaux a fait le calcul de ce que coûte la mise en place de la vaccination pour éviter un cancer du col de l'utérus. Alors si on fait le produit, parce que chaque vaccin coûte autour de 130 €. Oui, c'est de cet ordre-là. Les trois injections nécessitent environ 450 €. Que si on fait 130 multiplié par 3, ça fait 490. Voilà. Et alors, le professeur Béraud a calculé que si la vaccination est efficace à 95%, si elle est acceptée par la population et si la protection ne diminue que de 3% par an, ce qui est tout à fait vraisemblable, eh bien, il faudra vacciner un peu plus de 9000 femmes pour éviter un cancer du col. Ce qui fait que si vous faites le produit de tout ça, eh bien, vous arrivez à une somme de 4 millions d'euros pour éviter un cancer. Alors qu'on peut les éviter. Oui, mais 4 millions d'euros de dépenses de l'assurance maladie pour éviter un cancer, sachant que de toute façon, si on compare une vaccination suivie à l'absence de vaccination, si il y a simplement le système de suivi par frottis vaginal régulier, eh bien ce système sera tout aussi efficace. Tout à fait. Alors c'est quand même, donc on dépense en fait combien de millions d'euros? 4 millions d'euros par 4 millions d'euros pour rien, oui, en quelque sorte. Bon, alors ces 4 millions d'euros, bien entendu, vont servir à alimenter l'industrie pharmaceutique des vaccins, qui naturellement ne demande que ça. Alors maintenant, l'histoire n'est pas finie. Donc on est dans une situation aujourd'hui où l'assurance médicale, eh bien, crie famine, croule sous les déficits, et on va dire, maintenant on est prêt à payer 4 millions d'euros pour empêcher que se développe un cancer chez une malade, sachant que de toute façon, si on lui fait des frottis vaginaux réguliers, ce qu'il faudra faire de toute façon, avec ou sans vaccin, eh bien, de toute façon, on arrivera au même résultat. C'est bien ça, je me trompe pas. Enfin bon. Et maintenant, arrivons au poteau rose. Et avant cela, je vais rappeler qui nous sommes. Nous sommes sur Radio Courtoisie. Nous parlons des dangers du vaccin avec le professeur Joyeux qui, pour le moment, ne peut répondre parce qu'il est apparemment à Shanghai, mais nous espérons le joindre plus tard dans le courant de l'émission. Et nous avons Michel Georget et Claire Sévrac pour parler de ces questions. Et maintenant, Michel Georget, parlez, s'il vous plaît, des dangers inhérents du vaccin. C'est ce qu'on peut appeler les effets non désirés. Oui, c'est-à-dire qu'un certain nombre de ces effets proviennent du mode de fabrication. Alors, pour le comprendre, il faut savoir que les vaccins contre les papillomavirus, et le Gardasil en particulier, sont des vaccins fabriqués par génie génétique. Pourquoi? Bien parce que on a affaire à des virus, les papillomavirus, qui ne sont pas cultivables in vitro. On est obligé de les préparer à partir de cultures cellulaires dans lesquelles on aura introduit des gènes correspondant aux protéines de surface du virus. Donc c'est fabriqué par génie génétique et dans le produit que l'on va injecter aux jeunes filles, il y a automatiquement un adjuvant qui est à base d'aluminium, dont on parle beaucoup en ce moment, et il y a également un conservateur. Or, tenez-vous bien, le conservateur, c'est du borax. Ça, c'est bien connu. C'est la mort au rat. Voilà, le borax, sur le plan chimique, c'est du borate de soude, c'est une substance bien connue. Et ce qui est très intéressant à savoir, c'est qu'il y a une législation européenne concernant le borax qui ne doit être transporté que dans des récipients présentant un logo à tête de mort, avec deux références qui sont R60 et R61. Alors évidemment, a priori, ça ne veut rien dire, mais quand on va chercher à quoi correspondent ces références, R60, ça signifie peut altérer la fertilité, et R61 peut porter atteinte au fœtus au cours de la grossesse. Alors il paraît tout de même invraisemblable qu'on administre à des jeunes filles, et à plus forte raison à des fillettes, des vaccins qui vont contenir un produit qui est toxique
pour la reproduction. C'est complètement invraisemblable. Oui, c'est-à-dire qu'on risque d'avoir des accidents où, au lieu de développer un cancer du col de l'utérus, les jeunes filles vont se retrouver stériles, tout simplement. Voilà. Et il y a plusieurs études qui ont déjà montré que chez des jeunes filles qui avaient un développement normal et qui avaient déjà leurs règles, eh bien, il y avait un arrêt de ces règles. Alors, ce qui est terrible là-dedans, c'est que toutes les faits que nous mentionnons ici, donc sur Radio Courtoisie, dans cette émission du Libre Journal des Sciences et des Techniques, sont parfaitement vérifiables. Vous les trouvez sur des publications scientifiques et malgré tout, eh bien, vous avez une espèce de désinformation qui existe, pendant à présenter ce garde asile comme un produit ayant toutes les qualités. Alors, moi, ce que je dis, c'est que c'est un produit qui, au mieux, est peu efficace, ou très peu efficace, concerne très peu de personnes, possède des dangers subjectifs, parce que objectifs, c'est-à-dire qu'il y a la possibilité aux personnes qui se voient administrer ce vaccin de développer des effets secondaires, et qui en même temps coûte extrêmement cher. Alors, pourquoi diable s'obstine-t-on à vouloir rendre ce vaccin obligatoire? Alors, j'ajoute qu'il y a quand même un point très important que l'on voit apparaître dans les communiqués des pouvoirs publics, le ministère de la Santé, qui dit ça serait très bien qu'on protège les jeunes filles contre le cancer du col de l'utérus, qui d'ailleurs est un cancer, j'insiste, parmi les cancers, ceux qui se soignent le mieux en phase précoce, et ce n'est pas quelque chose d'extrêmement dangereux comme qui est loin d'être le plus fréquent. C'est un cancer rare, et ce n'est pas comme le cancer du pancréas, par exemple, qui est quasiment systématiquement fatal à court terme. Au contraire, c'est quelque chose qui se soigne très bien, qui est peu nocif. Enfin, c'est vraiment quelque chose qui ne nécessite pas une urgence particulière. Eh bien, on nous dit aussi qu'il serait bon de vacciner les enfants des deux sexes. Alors, les enfants des deux sexes, ça veut dire qu'on voudrait aussi vacciner les petits garçons. Pourquoi cela? Quelle est l'argumentation utilisée? Les petits garçons peuvent très bien être le vecteur de certains papillomavirus. Donc, à partir du moment où les petits garçons, eh bien, ont des rapports avec les petites filles, ils pourraient très bien leur donner une infection à papillomavirus. Mais là encore, si on vaccine les petits garçons à l'âge de 9 ans, eh bien, s'ils attendent 18 ans pour avoir des rapports avec des filles qui ont elles-mêmes 18 ans, eh bien, dans un cas comme dans l'autre, le vaccin aura perdu toute efficacité. Enfin, c'est quelque chose de très curieux. Alors, dans un exemple comme ça, moi, je dis, écoutez, vous avez d'une part l'intérêt pour les laboratoires de vendre leurs produits, très chers d'ailleurs, mais surtout, ça ne présente aucun intérêt pour personne. Enfin, il faut quand même le dire. Et non seulement ça ne présente aucun intérêt pour personne, mais ça coûte extrêmement cher, si pour un résultat relativement faible. Alors, bien sûr, il faut quand même reconnaître une chose, la science essaie de faire des progrès. Donc vous avez quelque part des chercheurs qui ont mis au point ce vaccin, ont trouvé sa composition, ont réellement fabriqué quelque chose. Ils ont dit très bien, on a réussi à fabriquer ce vaccin, donc il faut le vendre maintenant. Mais très souvent, lorsque vous avez par exemple un médicament dans l'industrie pharmaceutique, si vraiment il a une efficacité de l'ordre d'un patient sur 1000, on ne le vend pas. Parce que ça présente aucun intérêt de prévenir quelque chose pour une personne sur 1000, et c'est essentiellement de la prévention. Alors, nous allons voir d'autres exemples de vaccins pour lesquels, précisément, on est dans cette situation. Mais ce qui est terrible aujourd'hui, c'est que vous avez de la désinformation. C'est-à-dire, on dit, voilà, il faut vacciner les jeunes filles pour les protéger contre le cancer de l'utérus. C'est un mensonge. C'est un mensonge parce que, en réalité, ça ne les protège pas. S'il y a une protection, c'est très partiel. Ça risque de rendre ces mêmes jeunes filles malades. Ça risque d'entraîner des effets secondaires calamiteux qui n'arriveraient pas s'il n'y avait pas les vaccins. Et en même temps, ça ne remplace pas le système classique de traitement. Je vais peut-être donner la parole à Claire Sévrac. Vous voudrez certainement ajouter votre point de vue sur ce type de vaccin.
Claire Sévrac. Je vais encore passer pour une complotiste, mais quand on fait le constat que vous venez de faire tous les deux, et là j'étais très content d'y assister parce que au moins je sais que c'est pas moi qui suis folle, j'entends d'autres gens éminents le dire. Si on se rend compte que tout cet argent et tout ça et toutes ces campagnes de prévention et la peur qu'on fait aux mamans et les campagnes de pub, si tout ça ne doit aboutir qu'à soigner une personne sur 1000, c'est qu'il y a forcément un autre intérêt. Et l'autre intérêt, effectivement, on voit passer de temps en temps des trucs assez bizarres, genre Bill Gates qui parle de la surpopulation dans le monde et qui dit on fait pourtant tout ce qu'on peut, y compris avec la vaccination, et même avec ça on ne descendra la population que de 10 à 15%. Ça commence à avoir un sens de rendre que ce vaccin contienne du borax qui fait du mal, qui agit sur la fertilité. Ça a un raisonnement logique si on se met de l'autre côté. De la même façon que on nous bassine avec le trou de la Sécu, mais en fait, pour nous, c'est pas quelque chose qui est bon pour la santé publique, mais c'est quelque chose qui est bon pour la santé des laboratoires, puisque de toute façon, ces vaccins sont remboursés à 65% au moins par la sécurité sociale. Donc que les gens aient les moyens de payer ou pas, c'est de toute façon de l'argent qui va dans la caisse des labos. Donc tout est comme ça. Sinon, je pense qu'ils prendraient pas la peine de faire des études faussées, des études payées où on se rend compte qu'elles ont été faites, par exemple comme l'étude édite par des gens qui appartenaient tous à Sanofi Pasteur. Enfin, il y a plein de trucs qui n'ont pas de sens, sauf si on voit le point de vue des labos et le point de vue de réguler la population mondiale. Attendez, moi je vais prendre un peu la défense des chercheurs. Le chercheur, on lui dit, voilà, vous avez quelque chose, essayez de fabriquer un vaccin qui puisse donner une protection contre cette chose-là. Eh bien, très souvent, ils travaillent et puis dans le meilleur des cas, ils obtiennent une protection très partielle. Mais, si vous voulez, dans le cas présent, c'est presque une situation réellement caricaturale. Alors, je voudrais citer, parce qu'il faut faire attention à bien citer ses sources, le site web du docteur Marc Girard. Alors, qui donne comme conclusion, et là je le cite, naturellement sous sa responsabilité, c'est un médecin: aux jeunes parents, ne laissez pas menacer la santé de vos enfants par un vaccin dont l'évaluation a été aussi lamentable. Alors on parle de l'évaluation du vaccin, c'est-à-dire que comment est évalué un vaccin. Ça encore, c'est une chose qui est intéressante la plupart du temps, et le vaccin n'est évalué comme efficace que s'il provoque une élévation de taux de certains anticorps. Mais ça ne veut pas dire pour autant que ce vaccin garantisse le fait qu'il n'y ait pas une infection, parce que les anticorps peuvent être présents naturellement dans l'organisme. Si on observe leur élévation, ça ne veut pas dire pour autant que s'il y a une infection, cette infection sera prévenue. Donc on n'est même pas certain que dans le cas du Gardasil, eh bien, on empêche une infection par les papillomavirus concernés si cette infection a lieu. Alors, je continue à citer le docteur Marc Girard: aux jeunes femmes, préservez votre précieux corps de ce produit multidéfectueux et fermez vos oreilles à une propagande graveleuse dont les scandaleux excès auraient déjà dû être sanctionnés depuis longtemps. Donc, je me contente de citer cette personne. On peut trouver ce que je dis sur son site web, Marc Girard, et en fait, là-dedans, vous avez des quantités de citations. Et on peut naturellement donner des exemples de références en anglais. Donc je vais citer un livre en anglais et qui donnera idée des problèmes posés par ce genre de produit. Alors c'est le livre de P.C. Goetsche, c'est écrit Deadly Medicine and Organized Crime. Je traduis, des médicaments mortels associés au crime organisé. Et le sous-titre, c'est How Big Pharma Has Corrupted
Healthcare. Et se traduit en disant comment la grande industrie pharmaceutique a corrompu la santé publique. C'est publié chez Radcliffe Publishing Limited en 2013. Donc ce genre de livre, vous en avez des quantités et c'est plein de citations d'articles scientifiques qui sont parfaitement documentés et qui décrivent ce que je dis de façon factuelle. Donc on nous accuse pas d'être incompétents sur le sujet. Nous avons lu en particulier non seulement les commentaires de deuxième génération par des gens qui ont lu ces articles, mais nous avons lu aussi une grande partie des articles nous-mêmes. Claire Sévrac. Je voulais dire pour les gens qui ne savent pas que Marc Girard était l'expert auprès des tribunaux pour l'hépatite B. Donc il sait vraiment de quoi il parle. Alors justement, le scandale de l'hépatite B, Michel Georget, pourriez-vous en dire quelques mots? Ah oui, bien sûr, l'hépatite B, je dirais dans le livre que je viens de publier il y a quelques mois. Alors permettez-moi de rappeler le titre de ce livre, c'est l'apport des vaccinations à la santé publique, la réalité derrière le mythe, de Michel Georget aux éditions d'Angle, et c'est un livre qui vient de sortir. Oui, alors justement, en ce qui concerne l'hépatite B, parce que j'ai classé un petit peu l'action des vaccins sur différentes maladies, montrant d'ailleurs que leur impact sur la régression des maladies a été minime, si tant est qu'il ait existé pour certaines. Et je mets un chapitre, deux problèmes majeurs de santé publique inventés de toutes pièces. Ces deux problèmes majeurs de santé publique inventés de toutes pièces, c'est l'hépatite B et le cancer du col. Le cancer du col, on vient d'en parler. En ce qui concerne l'hépatite B, Monsieur Douste-Blazy avait dit en 1994, au moment où il a lancé la très grande campagne de vaccination des adolescents et des enfants en classe de 6e, eh bien, il avait dit, c'est un problème majeur de santé publique. Il y a probablement 100 000 infections chaque année. Les études qui ont été faites par la suite ont montré qu'en réalité, il y en avait au grand maximum 4 000. C'est-à-dire 25 fois moins. Mais ce qui est quand même plus inquiétant aussi, c'est qu'il y a eu tellement de protestations suite aux accidents de cette vaccination que les autorités sanitaires ont réuni ce qu'on appelle une conférence de consensus, c'est-à-dire réunir un certain nombre de sommités médicales pour essayer de trouver un certain nombre de points d'accord sur cette vaccination. Eh bien, au cours de cette conférence de consensus à laquelle j'ai assisté et dont j'ai le compte-rendu chez moi, eh bien, l'un des intervenants, professeur Hanslick, pour être précis, a dit tout simplement qu'on ne disposait pas, en 2003, on ne disposait d'aucune donnée précise du nombre d'hospitalisations et de décès dus à l'hépatite B. Et ceci, c'était pratiquement 10 ans après la mise en place des campagnes massives de vaccination. Alors, on ne savait pas du tout ce que faisait l'hépatite B comme dégâts en 2003, et encore moins, évidemment, en 1994. Alors, ce que vous dites est très important parce que ça montre en quelque sorte clairement que l'on ne peut absolument pas faire confiance aux autorités de santé publique. Puisque, en fait, je vais également revenir sur le Gardasil, puisque nous parlons de ce produit. Le 24 janvier 2008, l'Agence européenne des médicaments, il faut savoir qu'en France, vous avez une agence qui s'appelle l'agence qui a changé, c'était Nationale de sécurité des médicaments, ANSM, qui a remplacé à la suite du scandale du Mediator l'agence qui précédait. Et cette agence est en fait, disons, sous l'autorité réelle de l'Agence européenne des médicaments, c'est-à-dire qu'il peut y avoir des autorisations locales pour la France venant de l'Agence de sécurité du médicament, mais en fait, la plupart du temps, la plupart des médicaments sont autorisés ou interdits par l'Agence européenne des médicaments. Donc, en 2008, elle publie un avis recommandant de continuer la vaccination qui avait été introduite en 2006. Alors il faut savoir que le vaccin Gardasil, c'est de Merck et compagnie, et il a été approuvé aux États-Unis par la FDA le 8 juin 2006 pour les jeunes filles et femmes de 9 à 26 ans. Le 22 septembre, c'est très vite après, le Gardasil est approuvé par la Commission européenne dans l'usage en Union européenne. Et c'est en 2007
que la polémique commence aux États-Unis. Le républicain Rick Perry, le gouverneur du Texas, qui a reçu le soutien financier de la firme Merck et compagnie pour sa réélection, décide, en contournant la procédure américaine, de rendre le vaccin obligatoire dès l'année 2008-2009. C'est intéressant. Vous avez un politicien aux États-Unis qui est payé par l'industrie qui produit un médicament ou un vaccin et qui décide de le rendre obligatoire. Bon, ça se passe aux États-Unis. Chez nous, il n'est impensable d'imaginer que des phénomènes comme ça... Mais ils ont trafiqué le prix Nobel aussi. Oui, hein. mais attendez, restons factuels là-dessus. Et, si vous voulez, dès février 2007, alors, les victimes vivantes du garde-asile commencent à affluer et passent à la télévision. Là, en 2008, donc, l'Agence européenne des médicaments publie un avis que malgré ces inconvénients, eh bien, il faut continuer la vaccination. Et en Autriche, malheureusement, toujours, il y a un décès. Et un rapport montrant en Autriche que l'efficacité à long terme de la vaccination par le garde-asile serait tout à fait négligeable. Et la ministre autrichienne de la Santé, le docteur Andrea Gdolski, décide à ce moment de retirer ces vaccins du programme officiel, de cesser de les rembourser et de mettre l'accent sur le dépistage. En septembre 2008, une étude australienne montre que le vaccin garde-asile introduit des chocs anaphylactiques, c'est-à-dire des réactions allergiques graves, à un niveau élevé. Et ensuite, naturellement, vous avez toute une série d'accidents qui sont répertoriés. Et c'est en 2009 qu'aux États-Unis, la FDA refuse cette fois-ci l'autorisation de mise en vente du vaccin pour les femmes de 27 à 47 ans. Et de la même façon, une autorisation de mise en vente pour les jeunes garçons et les hommes de 9 à 20 suivants qui a été demandée par Merck et toujours en attente de réponse à ce jour. Les ventes du garde-asile, du coup, stagnent. Et néanmoins, l'agence européenne, en 2009, publie un nouvel avis recommandant de continuer la vaccination et ainsi de suite. Et par contre, au Canada, en Australie, eh bien, on observe toujours des réactions non désirées. Et en 2011, on observe des anomalies cervicales par suite au vaccin. Alors, c'est hallucinant. C'est-à-dire que, en fait, voilà un vaccin qui sert très peu et qui est toujours, disons, propulsé aux États-Unis par un homme politique qui a été payé, ou sa campagne, c'est pas lui, ça a été payé par l'entreprise qui fabrique le garde-asile. Et voilà aujourd'hui qu'en France, on nous dit qu'il faut faire ce qui est contesté aux États-Unis, c'est-à-dire vacciner d'office systématiquement tous les enfants des deux sexes. C'est bizarre cela. Est-ce qu'il faudrait quand même voir s'il n'y a pas conflit d'intérêt. Vous venez justement d'évoquer les conflits d'intérêt aux États-Unis, mais il faut savoir qu'il y en a un énorme de conflits d'intérêt au sujet du prix Nobel. Vous savez, le prix Nobel a été donné, alors je crois effectivement que c'est en 2008, au professeur allemand Harald Suhrhauser pour avoir montré que le cancer du col de l'utérus pouvait être provoqué par des papillomavirus. Or, l'ennui, c'est que le comité du prix Nobel a fait l'objet d'une enquête suédoise tout à fait officielle pour corruption et pot de vin, car ils étaient soupçonnés d'avoir reçu de larges rétributions du laboratoire AstraZeneca. Ce laboratoire est un laboratoire américano-suédois qui, au passage, reçoit les royalties de tous les vaccins et des deux vaccins du Gardasil et de son concurrent, le Cervarix. Et ce qui est plus inquiétant aussi, c'est que un professeur suédois, Bo Angelin, de l'Institut Karolinska de Stockholm, ce professeur est à la fois membre du directoire du laboratoire AstraZeneca et d'autre part membre du comité du prix Nobel avec droit de vote. Donc on retombe dans le même conflit d'intérêts que celui des États-Unis avec les hommes politiques qui ont mis cette vaccination obligatoire dans certains États.
Alors, il faudrait également, pour ceux d'entre vous qui auront plus confiance dans l'avis de leur médecin sur le Gardasil que dans celui que nous diffusons sur Radio Courtoisie, eh bien, voilà, il y a en particulier un forum intéressant qui est disponible sur lesfillesetlegardeasile.com. Les filles et le garde d'asile, c'est en un seul mot. Et là, vous avez tout un ensemble de pétitions. Et cette association a été créée par 2 jeunes filles touchées par le vaccin. Ces 2 jeunes filles sont Julie et Mélanie, qui en fait ont été complètement démolies, si j'ose dire, ce n'est pas du très bon français, mais par ce vaccin, et qui ont ensuite recueilli tout un ensemble de témoignages. Alors, et là-dedans, vous avez des dizaines de témoignages, effectivement, de personnes qui ont été victimes de cela, sur lesquelles on a développé des effets secondaires. Alors, en fait, voilà, l'un d'entre eux, je le cite, mais on pourrait multiplier ça. Je suis une jeune femme de 20 ans, vaccinée en 2009, avec 3 rappels. Quelques semaines après, j'ai eu des pertes d'équilibre, une démarche hasardeuse, et je me demandais ce qui se passait, n'ayant jamais eu de problème de ce type auparavant. J'ai dû porter un corset pendant 3 ans. Ensuite, j'ai été victime d'une scoliose. Et les médecins neurologues m'ont orienté vers des confrères spécialisés. J'ai été suivi au CHU de Grenoble, j'y suis toujours, et je suis un traitement lourd. On a diagnostiqué une neuropathie démyélisante ou une polyradiculonévrite chronique inflammatoire, une atteinte des nerfs périphériques qui provoque chez moi une démarche hasardeuse, et ainsi de suite. Et ce traitement, c'est littéralement quelque chose qui est un des effets secondaires connus de ce type de médicaments. Et alors avant, j'étais une jeune fille sportive, l'équitation, la danse, la gymnastique, mais pour ça il faut de l'équilibre et c'est terminé. Alors on a des multiplications de cela. Alors la vraie question, c'est que nous allons parler tout à l'heure d'autres vaccins que le Gardasil, et en fait il faut un petit peu, disons, essayer de voir le rapport coût-bénéfice, si j'ose dire, sur, en fait, qu'est-ce qu'on peut considérer comme étant réellement utile dans la vaccination. Si vous avez par exemple, je ne sais pas, la peste noire, et si vous arrivez à vous faire vacciner contre la peste noire alors que tout le monde meurt autour de vous, ben peut-être que d'avoir un petit peu de protection va vous apporter quelque chose. Mais le problème dans un vaccin qui ne touche qu'un nombre très limité ou dans le meilleur des cas de personnes, eh bien, en fait, on découvre qu'il y a des dizaines, des centaines, des milliers de cas de personnes qui ont été vaccinées, qui ont développé des pathologies souvent invalidantes et irréversibles à la suite de cette vaccination. Est-ce que ça valait la peine réellement ? Et là, on se rend compte que non, ça ne valait pas la peine. Et c'est là où il y a, en fait, un crime évident de vouloir promouvoir cette vaccination par des publicités scandaleusement fausses, puisque on dit que c'est pour protéger du cancer de l'utérus, alors que ça ne protège pas réellement du cancer de l'utérus. Ça protège contre un virus qui pourrait, dans certains cas très rare, provoquer un pré-cancer, c'est complètement différent. Et ensuite, ça coûte très cher, c'est quand même épouvantable. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Michel Georget. Oui, tout à fait, mais le rapport coût-bénéfice, vous savez, vous le lisez dans la littérature médicale, c'est un rapport qui a été rarement établi. Je parle sur le plan financier, mais on pourrait évoquer aussi le problème sur le plan de la régression des maladies. Mais sur le plan financier, ça n'a pratiquement jamais été étudié. Et les rares fois où ça a été étudié, c'est en défaveur de la vaccination. Je vais vous donner un exemple précis. Tout à l'heure, on a dit, enfin un autre exemple, tout à l'heure on a dit pour le papillomavirus, éviter un cancer du col de l'utérus nous coûte au minimum 4 millions d'euros. Mais une étude très précise a été faite pour la vaccination hépatite B. La vaccination hépatite B, il faut savoir que la France, avec tous les pays occidentaux et les États-Unis et l'Australie, sont des pays à très faible prévalence de l'hépatite B. On a très peu de chances de contracter une hépatite B. Or, une étude a montré, avec 4 groupes de population, quel était le rapport coût-bénéfice, c'est-à-dire combien coûte la vaccination d'un côté, et d'autre part, quelle économie faisons-nous en n'ayant pas des hépatites à traiter. Eh bien,
Pour la population générale, c'est-à-dire l'immense majorité de la population, la vaccination coûte 20 fois plus cher que le traitement des hépatites évitées. Ça n'aurait pas empêché de dire à la population, pour être honnête, voilà, on a un vaccin, vous pouvez vous faire vacciner, vous protéger contre l'hépatite B, mais vous avez la liberté de refuser. Eh bien, en imposant pratiquement cette vaccination, on a ruiné la sécurité sociale, ça nous a coûté 20 fois plus cher que si on avait traité les hépatites. Pour les hommes de 15 à 40 ans qui, pour des raisons hormonales que je ne détaille pas, sont un peu plus exposés à l'hépatite B, ça nous coûte encore 5 fois plus cher. Le coût est équivalent pour les homosexuels masculins. Et la vaccination n'est sur le plan financier rentable que pour les toxicomanes par voie intraveineuse. Uniquement. Pour le reste, ça nous coûte une fortune. Alors on pourrait dire, eh bien, écoutez, premièrement, eh bien, vaccinez-vous si vous faites partie d'un groupe à risque. Mais absolument, c'est ce que je dis quelquefois dans mes conférences. Si vous êtes un homme homosexuel, que vous allez faire du tourisme en Asie du Sud-Est, où là l'hépatite B est très répandue, alors faites-vous vacciner parce que vous cumulez tous les risques de contracter la maladie. Mais si vous vivez en France, que vous faites pas du tourisme sexuel en permanence et que vous ne vous droguez pas par voie intraveineuse, vous n'avez pratiquement aucun risque de contracter l'hépatite B. Alors en tout cas, pour le garde d'asile, c'est parfaitement clair que, si vous voulez, pour moi je pense que l'affaire est entendue. Néanmoins, j'ai entendu des déclarations de Madame Touraine, qui est ministre de la Santé, tendant à faire croire qu'il faudrait que ce vaccin soit rendu obligatoire pour les enfants des deux sexes. Alors, très respectueusement, je dis à Madame Touraine, Madame la ministre, puisque c'est comme ça qu'elle désire se faire appeler, moi j'aurais utilisé Madame le ministre, mais il paraît que c'est mal poli, donc Madame la ministre, eh bien, renseignez-vous bien pour éviter de faire ce qui pourrait être considéré comme une faute et qui, naturellement, ne manquerait pas de faire davantage de victimes que de personnes protégées. C'est quelque chose qui, naturellement, est évident si on regarde ce qui s'est passé en Autriche, aux États-Unis, etc. Il faut arrêter cette chose. Et là-dessus, il est évident aussi que nous arrivons sur un deuxième point de notre débat sur les vaccins, c'est-à-dire l'évaluation des vaccins. Cette évaluation des vaccins n'est pratiquement jamais faite de façon correcte, en quelque sorte. C'est-à-dire que un médicament est évalué en utilisant toutes sortes de comparaisons, de tests. Oui. Pour un vaccin, eh bien, pratiquement, il n'y a pas ces garde-fous. Les vaccins échappent, la mise au point des vaccins échappe effectivement à un certain nombre de contraintes qui sont imposées aux médicaments. Je vais vous en citer au moins deux. Le premier, c'est que la première de ces contraintes, c'est l'absence d'études de pharmacocinétique. Bon, c'est un mot qui paraît un peu savant. La pharmacocinétique, c'est tout simplement le suivi des substances que l'on a injectées dans l'organisme. Autrement dit, quand on fait un médicament, on cherche comment la molécule circule dans l'organisme, où se fixe-t-elle, est-elle fixée par certains organes, comment est-elle transformée dans l'organisme, comment est-elle éliminée, et bien sûr, quels sont les risques qu'elle peut produire. Eh bien, pour un vaccin, ces études ne sont pas requises. Si vous mettez le titre de n'importe quel vaccin dans Google et que vous recherchez études de pharmacocinétique, vous aurez une réponse en une ligne. Ces études ne sont pas requises pour la mise au point des vaccins. Or, précisément, pour ce premier point, si on avait fait ces études de pharmacocinétique pour les vaccins qui contiennent comme adjuvant de l'aluminium, eh bien, on aurait vu, comme c'est montré aujourd'hui par un certain nombre de chercheurs, que l'aluminium migre vers le cerveau et peut provoquer des dégâts et engendrer des maladies du type myofascite à macrophage. Alors, nous tombons dans un débat assez technique. Je voudrais d'abord rappeler aux auditeurs que nous sommes sur Radio Courtoisie et nous sommes sur le livre journal des sciences et des techniques animé par votre serviteur Paul de Hevels et nous recevons ce soir Michel Georget, Claire Sévrac et le professeur Joyeux, s'il veut bien répondre, depuis Shanghai. Mais pour le moment, il est difficile à joindre, donc je le mets entre parenthèses.
Alors, sur ces points, vous avez parlé d'aluminium, d'adjuvant. Alors, il faut savoir que les vaccins contiennent ce qu'on pourrait appeler un principe actif. Ce principe actif, il y a plusieurs types de vaccins, mais il est destiné à stimuler l'organisme de façon à ce que l'organisme produise, mettons, ça dépend des types de vaccins, mais en général, des anticorps qui vont attaquer, par exemple, la bactérie ou le virus qui provoque la maladie. Très bien. Eh bien, enfin bon, ça c'est une situation, parce que souvent c'est même encore plus compliqué que ça. Mais la plupart du temps, si vous administrez le principe actif, même par une intraveineuse à un homme ou une femme normale, attendez, enfin disons par une piqûre, non, par une intraveineuse, ça serait extrêmement dangereux justement. Non, mais par une piqûre, excusez-moi, par une piqûre, le vaccin, eh bien la plupart du temps, si on le faisait directement comme ça, l'organisme éliminerait le principe actif du vaccin et serait insensible. Il se passerait rien. Et pour que le vaccin, en quelque sorte, prenne, on utilise ce qui s'appelle des adjuvants. Ces adjuvants sont des produits destinés à stimuler l'organisme pour que cet organisme ait une réaction beaucoup plus violente que celle qu'il a naturellement. En quelque sorte, on pourrait dire c'est un peu pour irriter l'organisme afin que l'organisme ait une réaction par rapport au principe actif du vaccin. Donc on rend l'organisme hypersensible. Alors, ces adjuvants sont en fait de deux types. En général, je simplifie, les deux types principaux sont les sels d'aluminium, d'une part, et les dérivés du squalène, qui sont en fait l'huile de requin, mais qui a des propriétés allergisantes extrêmement fortes. Alors, ce qui se passe, c'est que ces adjuvants en tant que tels ont des effets absolument calamiteux. D'abord, les sels d'aluminium ont tendance, au-delà de leurs effets d'adjuvants de vaccin, à migrer vers le système nerveux central et à provoquer toutes sortes de maladies. Vous avez parlé de la myofascite à macrophage, vous avez parlé de la sclérose en plaques, je crois, mais de toute façon, ce sont des pathologies extrêmement invalidantes qui se traduisent par exemple par des paralysies, toutes sortes de problèmes qui font que les personnes qui en sont atteintes ne recouvrent pas facilement la santé et parfois sont invalides à vie. Le pire des cas, c'est le fauteuil roulant, n'est-ce pas? Bon. Alors, ceci étant, eh bien, ça, heureusement, ça n'a pas lieu pour tous les vaccinés, mais ça a lieu pour une proportion très consistante de vaccinés qui, naturellement, développent ces pathologies. Et alors, le squalène, eh bien, ça a un défaut qui a été clairement identifié à de multiples reprises, c'est-à-dire ça cultive la sensibilité allergique des personnes et ça crée des allergies. C'est-à-dire les personnes qui se voient administrer du squalène, eh bien, l'organisme réagit à l'excès devant d'autres stimulations que le principe vaccinal, et ces personnes vont devenir allergiques à l'arachide, ou vont développer des maladies auto-immunes, comme par exemple, typiquement l'autisme. Alors il y a plusieurs formes d'autisme, mais il y a une forme d'autisme qui est auto-immune, et on voit se développer des populations allergiques, de façon absolument hallucinante. C'est-à-dire la quantité de personnes devenues allergiques à l'arachide, par exemple, les cacahuètes, les personnes qui se deviennent autistes. Alors, autrefois, on pouvait dire qu'il y avait aux États-Unis un autiste sur 1000 enfants ou sur 500. Aujourd'hui, c'est 1 sur 50. C'est-à-dire la population d'autistes a été multipliée par 10 ou par 20 dans certains cas, et on attribue clairement cette multiplication de ces pathologies à ces maladies auto-immunes où le corps se bat contre lui-même, ayant été rendu hypersensible. Alors, ce qui se passe donc, c'est que ces adjuvants
peuvent à eux-mêmes avoir des effets toxiques. Et ces effets toxiques sont très graves et ne touchent qu'une petite partie, mais quand même significative, des vaccinés. Si vous avez une personne sur 1000 qui développe des effets indésirables, vous vaccinez 1 million de personnes, ça veut dire qu'il y a 1000 personnes qui développeront ces effets. C'est une loi approximative, mais qui est de statistiques. Et alors d'autres effets, vous avez mentionné également le borate. Alors le borate, la mort au rat, eh bien ça c'est quelque chose qui est intéressant parce que dans certains vaccins, je ne parle pas du Gardasil, mais je parle d'autres vaccins, comme par exemple les premiers vaccins sur la poliomyélite, eh bien ces vaccins étaient développés sur des cultures vivantes. C'est-à-dire, par exemple, les premiers vaccins sur la poliomyélite, c'était développé sur les reins de singes verts. Oui. Et ces reins de singes verts, ça veut dire qu'on sacrifie un singe et on cultive sur ces reins des vaccins contre la poliomyélite. Eh bien, comme c'est fait sur des animaux, eh bien, ces animaux ne sont pas, enfin, disons, un animal comme un poulet, un singe, eh bien, contient dans son organisme un certain nombre de bactéries, de virus qui sont étrangers au phénomène de la vaccination. Donc, on cherche à éliminer ces différents produits et c'est là où on utilise du formol, par exemple, du borate, des produits qui sont toxiques pour essayer de filtrer le vaccin. Et une fois que le vaccin a été composé, il y a des restes de ces produits qui peuvent eux-mêmes générer des effets toxiques. Est-ce que je me trompe? Ouais, non, je voudrais reprendre juste un point là sur les cultures cellulaires. Effectivement, les virus polio, comme tous les virus d'ailleurs, ne peuvent se développer que s'ils infectent des cellules. Donc pour préparer les vaccins, on est obligé dans un premier temps de cultiver les virus sur des cellules et les premiers vaccins, effectivement, ont été cultivés, ont été fabriqués avec des cultures de reins de singes. Les premiers singes, c'était en fait des macaques, c'était pas des singes verts au départ, ça l'a été plus tard, mais au départ, c'était des macaques. Or, on s'est rendu compte que dans les cultures de ces cellules de reins de singe, eh bien, il y avait des virus que l'on ne connaissait pas jusqu'ici, et on en a vu plusieurs dizaines. Et il y en a un en particulier, qui était le 40e, qu'on a appelé pour cette raison SV40, qui est l'abréviation de virus de singe, Simian virus de singe numéro 40. Simian, c'est pour simiesque, c'est le singe. Le singe. Voilà. Or, ces virus SV40 se sont révélés très vite cancérigènes pour les petits animaux de laboratoire. Et plus tard, eh bien, il y a plusieurs études qui ont montré, en particulier aux États-Unis, une très vaste étude qui portait sur plus de 55 000 femmes, enfin sur leur descendance, plus exactement les enfants nés de ces 55 000 femmes, dont une partie avait été vaccinée pendant la grossesse contre la polio et pas l'autre. Et on s'est aperçu qu'il y avait 4 fois plus de cancer chez les enfants dans les premières années de vie chez les enfants nés de mères vaccinées par rapport aux mères non vaccinées. Et en même temps, les cancers les plus fréquents étaient des cancers du système nerveux qui étaient précisément ceux qu'on avait découverts quelques années avant chez les hamsters. Alors je voulais dire qu'à ce sujet, le SV40 est connu pour avoir infecté des dizaines de millions de personnes et en fait c'était les premières vaccinations contre la poliomyélite, c'est-à-dire que les personnes qui ont été vaccinées à l'époque sont pour une grande partie d'entre elles mortes aujourd'hui. Mais en particulier, elles ont légué ce virus à leur descendance dans un grand nombre de cas, ce qui fait que les vaccins poliomyélite, contre la poliomyélite, les premiers vaccins, ont créé une pandémie, une épidémie planétaire. Oui, c'est-à-dire que ces virus SV40, on a constaté qu'il y en avait chez des personnes en bonne santé qui n'ont pas été vaccinées contre la polio, en principe avec des vaccins contaminés. Ce qui suppose qu'ils ont été transmis soit par la transfusion sanguine, parce qu'on s'est aperçu qu'il y avait des portions de SV40 dans des globules blancs de sujets en bonne santé, mais sans avoir été vaccinés, et d'autre part, ce virus est capable de traverser la barrière placentaire, ce qui veut dire qu'une mère qui était porteuse du virus a pu le transmettre à son enfant à travers le placenta. Et ce SV40 a tout de même provoqué beaucoup de dégâts, puisque
on a beaucoup parlé il y a quelques années, on en parle un petit peu moins maintenant, même si ça existe toujours, des mésothéliomes. Vous savez, qui sont les cancers de la plèvre chez les gens qui ont été exposés massivement à l'amiante. Eh bien, un certain nombre de cancers de la plèvre, des mésothéliomes, se développent chez des gens qui n'ont jamais été exposés à l'amiante. Et dans ces cancers, on trouve de l'ADN de SV40. C'est-à-dire que, très probablement, ces gens ont été contaminés par les vaccinations poliomyélitiques ou contaminés par leur mère si la mère a été vaccinée auparavant et se retrouvent aujourd'hui dans différents cancers. Je cite les mésothéliomes, mais il y a toute une autre série de cancers, en particulier des ostéosarcomes, qui sont des cancers des os, également des cancers de la thyroïde, des cancers des glandes salivaires, dans lesquels on a trouvé des SV40. Alors cette situation montre clairement que la vaccination en général, eh bien, est un phénomène qui est mal contrôlé. C'est-à-dire que, d'une part, les vaccins contiennent, lorsqu'ils sont cultivés au départ sur des organismes vivants, des virus qui ne sont pas tous connus, des organismes qui ne sont pas tous éliminés. D'autre part, les efforts qui sont faits pour nettoyer les vaccins de ces parasites, en quelque sorte, c'est pas vraiment des parasites, mais ce sont des hôtes non désirés, eh bien, elles souvent font appel à des produits qui ont leur propre toxicité, et en quelque sorte, le vaccin est entouré d'une cohorte d'effets secondaires potentiels qui vont naturellement empoisonner la vie de ceux qui les subissent. Alors, parmi ces substances, il y a évidemment le formaldéhyde. Le formaldéhyde, le formol, c'est la même chose. L'un est la solution aqueuse de l'autre. Et ce formaldéhyde, eh bien, c'est un produit qui est utilisé pour tuer les virus ou les bactéries dans les vaccins tués. Et ce formaldéhyde, eh bien, c'est un produit cancérigène. C'est connu. Alors, donc, le fait d'avoir des vaccins obligatoires, eh bien, est effectivement que promeut un certain nombre de maladies non désirées qui auraient été évitées autrement. Alors, là encore, nous arrivons sur une partie qui, à mon avis, a aussi son importance, c'est que beaucoup de médecins qui nous écoutent, alors je signale aux auditeurs que nous sommes sur Radio Courtoisie, nous recevons Michel Georget, Claire Sévrac et peut-être le professeur Henri Joyeux, sur une émission concernée au danger de la vaccination. Eh bien, nous avons déjà parlé d'un certain nombre de problèmes dus au vaccin et parfois on découvre des années plus tard que les vaccins ne servent à rien. Alors, on pourrait citer l'exemple le plus extraordinaire, c'est l'exemple de la vaccination avec la QTI. Naturellement, la vaccination en utilisant la QTI. Alors, beaucoup de... Enfin, c'est pas la QTI n'est pas une vaccination, c'est un test, c'est le BCG. Mais enfin, le BCG on vérifiait que le BCG faisait apparemment une réaction en regardant si les gens avaient une QTI négative ou une QTI positive. Enfin, c'est un test, la QTI. Mais en fait, qu'est-ce qui s'est passé? Depuis les années 50, on a vacciné massivement toute la jeunesse française. Et chacun se souviendra pour ceux qui sont d'une génération un peu plus âgée que la nôtre, et même jusqu'à... ça s'est arrêté quand? Ça s'est arrêté en 2005 ou 2006? 2007. Bon. Eh bien, des vaccinations où les élèves des écoles étaient en rang d'oignon et recevaient une espèce de piqûre avec un appareil bizarre. Et puis après, on regardait il y avait une rougeur qui suivait, ainsi de suite. Et ce BCG, donc, presque toute la population française a été vaccinée jusqu'en 2007. Eh bien, on a découvert que c'était totalement inefficace. Et ça, c'est pas moi qui le dis, c'est l'Organisation mondiale de la santé qui l'a constaté en 2005. Donc, on a vacciné toute la population française avec un vaccin qui a lui-même des effets secondaires et qui peut, dans certains cas, entraîner
une maladie qui s'appelle la BCG et qui peut être mortelle, tout simplement. Donc pour un effet nul, c'est quand même extraordinaire de voir ça. Alors on découvre que a posteriori qu'on a dépensé tout cet argent, mis toute cette énergie, et bien entendu pas question d'échapper à la vaccination obligatoire. Il est tout de même invraisemblable qu'on n'ait pas le sens de l'observation. Le BCG, bon, déjà la tuberculose, il faut bien savoir que au moment où le BCG a été rendu obligatoire en France en 1950, la tuberculose avait régressé de 85% toute seule, simplement par l'élévation du niveau de vie depuis le début du XXe siècle. Or, un certain nombre de pays n'ont jamais appliqué le BCG. C'est le cas des États-Unis, c'est le cas de la Hollande. Et alors ça, ce cas de la Hollande est vraiment typique parce qu'à la fin de la dernière guerre, le taux de mortalité, le nombre de décès dus à la tuberculose était très voisin en Hollande et en France. La Hollande n'a jamais appliqué la vaccination de masse par le BCG. La France l'a appliqué à partir de 1950, eh bien 25 ans après la fin de la guerre. Alors que juste à la fin de la guerre, nous avions le même taux de mortalité tuberculeuse, 25 ans après, ce taux était 7 fois plus élevé par rapport à la Hollande. En Hollande, il était de 1,2 pour 100 000 habitants, et en France, il était de 8, quelque chose. 7 fois plus. Merci la vaccination. Oui. Alors pour quelle raison, me direz-vous, la Hollande a réussi à endiguer la tuberculose et pas la France malgré le BCG? Eh bien, la réponse malheureusement est triste et c'est attesté par d'autres recherches. C'est à cause de l'alcoolisme. Car et je me souviens très bien du cours de morale de l'école primaire, il y a de ça bien longtemps, où l'instituteur nous disait, et je suis originaire d'une région de vignoble, l'instituteur nous disait, l'alcoolisme fait le lit de la tuberculose. Et plusieurs études ont montré qu'effectivement, les régions de France qui sont les plus alcoolisées sont celles où il y a le plus de tuberculose, indépendamment des phénomènes de précarité aujourd'hui dans la société. Très bien. Et alors donc, voilà un exemple de vaccin inutile, qui ne sert à rien et qui a rendu malade des tas de personnes. Alors bien entendu, à l'époque, moi je me souviens que dans les années 70, j'avais osé affirmer que le BCG pourrait être évité, et on m'avait répondu que je n'étais pas médecin, que c'était une affirmation stupide et que les vaccins étaient bons par définition. Et je voudrais insister sur ce point. Chez beaucoup de médecins, c'est un dogme. Ils considèrent que le vaccin, tout vaccin, est bénéfique. C'est-à-dire le vaccin protège. Ça, c'est quelque chose quand même qui est surprenant, parce qu'un vaccin, eh bien, c'est un médicament, c'est parfois un être vivant, parfois c'est un vaccin qui est neutre, mais ça provoque une réaction de l'organisme qui n'est pas nécessairement celle qu'on attend. Ça peut, dans certains cas, protéger, dans d'autres cas, ça peut ne pas protéger du tout. Alors, il y a des vaccins aussi qui sont complètement inefficaces. On cite le cas du tétanos. Alors, le cas du tétanos est un petit peu particulier. Le tétanos, il faut savoir, bon, c'est une maladie qui est due à une bactérie, mais en réalité, c'est pas la bactérie qui est dangereuse, c'est la toxine qu'elle sécrète. Et cette toxine, effectivement, entraîne un certain nombre d'effets dommageables. Elle entraîne des paralysies, en particulier des paralysies de la mâchoire et surtout, à la fin, une paralysie des muscles respiratoires. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que le tétanos, c'est une maladie qui n'est pas immunisante. Vous faites un tétanos, vous en guérissez, vous pouvez en refaire un second, voire un troisième. Moi, j'ai connu dans ma jeunesse une personne qui a fait 2 tétanos successifs. Elle n'est pas morte du tétanos, mais elle a eu 2 fois le tétanos. Alors, si la toxine naturelle ne protège pas, puisqu'on n'est pas immunisé contre le tétanos, comment une toxine atténuée contenue dans le vaccin pourrait-elle faire mieux que la nature? Ça paraît invraisemblable. Alors on donne généralement un argument qui est complètement à côté de la réalité, à savoir que les hommes mourraient moins du tétanos parce qu'ils sont, ou ils étaient encore récemment, vaccinés au service militaire. Eh bien c'est faux. Évidemment aujourd'hui le nombre de morts par tétanos est peu important, c'est de l'ordre d'une 15aine par an. Et évidemment, il peut y avoir 10 femmes et 5 hommes, ça ne veut pas dire pour autant que les femmes meurent plus du tétanos, parce que les chiffres ne sont pas suffisants pour faire une statistique. Mais par contre, si on répartit les décès par sexe, hommes, femmes, et par tranche d'âge, eh bien on s'aperçoit que
plus l'âge avance, à partir de 65-70 ans, plus il y a d'hommes que de femmes qui meurent du tétanos. Alors, Michel Georget et Claire Sévrac, nous allons mettre fin à cette première partie d'émission qui dure 1h30 et nous donnons rendez-vous à tous les auditeurs pour la deuxième partie où nous allons continuer à faire notre tour des vaccins pour montrer que dans de très nombreux cas, eh bien, il vaut mieux ne pas se faire vacciner que se faire vacciner ou au moins ne se faire vacciner que lorsque c'est strictement indispensable.